il a pris la vie de mon père sous mes yeux, puis m'a regardé avec ses yeux de serpent, prêt à frapper. À cet instant, j'ai su que l'enfer n'était pas sous la terre. Comme le père Vincent le prêchait à l'église, l'enfer était dans ma maison. Ohne Pause, un souffle. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit cœur sur cette vidéo, de commenter d'où vous m'écoutez. Allons-y, je m'appelle Angèle Lemoine, à Vallée des Chênes, cet endroit oublié au cœur des Pyrénées. En Occitanie, tous me connaissent comme Mamie Angèle, la courte pointière. J'ai 81 ans, mes doigts tordus par l'arthrite, après tant de courtes pointes vendues à la foire du comté. Ma mémoire plus aiguisée qu'un couteau de boucher. Ceux qui me voient aujourd'hui assise dans mon rocking chair sur le porche de ma maison colorée, distribuant des bonbons aux enfants du quartier, ne peuvent imaginer l'histoire de douleur, de résilience que je porte depuis près de 70 ans. Je suis née dans une maison en bois mal construite à Rive-du-Torrent, un lieu si isolé que sous la pluie forte, nous étions coincés des jours, le torrent débordant, emportant tout sur son passage. C'était une maison simple, avec un sol en terre, un poêle à bois toujours allumé, une source cristalline coulant derrière. Nous n'avions pas grand-chose, mais mon père, Antoine Lemoine, disait toujours « Tant qu'il y a des haricots dans la marmite, un toit sur nos têtes, nous sommes déjà riches. » Mon père était bûcheron, il partait avant l'aube, machette à la ceinture, chapeau de paille sur la tête, revenait après la nuit portant du bois sur le dos, vendu à l'intermédiaire. C'était un travail dur, dangereux, affrontant serpents, lynx, parfois la loi, car il n'avait pas toujours de permis pour couper le bois, mais il était honnête à sa manière, ramenant toujours de quoi manger, ne laissant jamais mon frère Jérôme, de 7 ans, mon aîné, ni moi, manquer de l'essentiel. Regarde ce que je t'ai apporté. Angèle, disait-il parfois, arrivant avec un ruban coloré pour mes cheveux, un bonbon enveloppé dans du papier, petite joie faisant briller mes yeux dans cette enfance simple. Ma mère, Isabelle Lemoine, était couturière. Au début, elle servait les voisins, raccommodant ici, ajustant là. Mais son travail soigné s'est fait connaître. Elle reçut bientôt des commandes du village. Puis vint l'opportunité de travailler dans une fabrique à Beaujard, une ville à 2 jours par les routes de terre. Elle hésita, ne voulait pas nous laisser seuls, mais le salaire était 3 fois celui de la couture à la maison. Ce n'est que pour un moment, me disait-elle, préparant son baluchon. Bientôt, je mettrai de l'argent de côté, je reviendrai avec vous. Qui sait, peut-être achèterai-je une nouvelle machine à coudre. Au début, elle revenait chaque semaine, passant tout le dimanche à voyager pour quelques heures avec nous. Puis les visites s'espacèrent tous les 15 jours. Puis une fois par mois, les routes étaient mauvaises, le voyage épuisant. Il y avait toujours plus de travail à la fabrique, plus d'argent à gagner. Sans ma mère,
La maison semblait différente. Mon père, naturellement silencieux, devint plus renfermé, plus triste. Mon frère, Jérôme, rebelle depuis ses 15 ans. Devint impossible. Les disputes, autrefois rares, devinrent routinières. J'ai besoin d'argent, papa, demandait Jérôme chaque jour. Je veux quitter ce trou, aller à Toulouse. Tout le monde va en ville. Nous seuls pourrissons ici. Que feras-tu là-bas, garçon? Mourir de faim? Devenir criminel? ICI. Tu as un toit, de la nourriture, répondait mon père, toujours ferme. De la nourriture, cette bouillie qu'on mange, haricots à queue, pas de maïs tous les jours. Ce toit qui fuit sous la pluie, combien de temps accepteras-tu cette misère? Vieux, les mots de Jérôme blessaient profondément mon père. Je voyais la douleur dans ses yeux. Ne pas offrir une vie meilleure à ses enfants, la honte d'être traité d'échec par sa propre chair. À 11 ans, je ne comprenais pas cette colère. Notre vie était simple, pas mauvaise. Nous avions à manger les uns les autres. Je pouvais aller à l'école rurale 3 fois par semaine. Une pause, un souffle. Si vous êtes encore avec moi, laissez un commentaire. Dites d'où vous m'écoutez. Ça réchauffe mon cœur de savoir que des gens de France écoutent mon histoire après tant de temps. Si vous pouvez, mettez un petit cœur. Ça aide notre chaîne à atteindre ceux ayant besoin d'entendre qu'on peut survivre au pire cauchemar. Les disputes empirèrent. Jérôme quittait la maison, absent des jours sans nouvelles. Il revenait sentant l'eau-de-vie, parfois avec de l'argent de source inconnu, vêtements neufs, une montre, une radio à pile un jour. Mon père, méfiant, posait des questions provoquant plus de disputes. D'où vient-tu? Jérôme, tu voles? Ça ne te regarde pas. Vieux, je fais mon chemin, pas comme toi, à accepter cette misère. Une fois, je surpris Jérôme fouillant le matelas de mon père, où il gardait l'argent du bois. Me voyant à la porte, il se jeta sur moi, furieux. Si tu ouvres la bouche, je t'achève. Comprise. Ne dis rien à papa. Terrifié, je m'étusse. Quelques jours plus tard, mon père, allant prendre l'argent pour des provisions chez Monsieur Étienne, découvrit que la moitié de ses économies avait disparu. Ce fu la pire dispute. C'est toi, n'est-ce pas, voleur, cria-t-il, tenant Jérôme par la chemise. Lâche-moi, vieux, je n'ai rien pris. Menteur, qui d'autre? Angèle est une enfant. Nous sommes 3 dans cette maison. C'était pour la nourriture du mois. Ingrate. Je pensais qu'ils allaient s'entretuer. Mon père, toujours calme, semblait possédé par une rage nouvelle. Jérôme, acculé, niet, mais ses yeux disaient autre chose. Paralysé dans un coin de la cuisine, je ne savais que faire jusqu'à ce que mon père relâche Jérôme, sortant, claquant la porte, évitant pire. Cette nuit-là, revenu plus calme, il s'assit avec moi au bord du lit, comme quand j'étais petite, dit des mots inoubliables. Angèle, ma fille, certains naissent avec un cœur d'autres avec des ténèbres. On ne change pas ce qui est là. Ton frère a cette obscurité depuis toujours. J'ai tout essayé.
je ne l'atteins pas. Promets-moi de rester du côté de la lumière, de ne jamais laisser le mal du monde durcir ton cœur. Je promis, sans comprendre pleinement. Plus tard, je compris le poids de ces mots, combien mon père savait qu'un mal se formait chez nous. La situation s'aggrava quand ma mère écrivit qu'elle resterait encore quelques mois. La fabrique augmentait la production, payait des heures supplémentaires. Elle voulait économiser plus. Ayez em voya de la gente, des vêtements neufs pour moi. Mon père, dévasté, ne le montrait pas. Mit l'argent sous le matelas. Continua sa routine. Jérôme explosa. Tu vois, même, elle ne supporte plus cette vie misérable. Elle préfère rester loin. Respecte ta mère. Garçon, elle se tue au travail pour vous, pour un avenir meilleur. Un avenir. Quel avenir ici? Papa, vais-je finir comme toi, portant du bois jusqu'à ce que mon corps lâche dans une cabane sans salle de bain? La dispute fut si grave que Jérôme disparut une semaine. À son retour, il était différent, plus calme, presque amical, et dans la maison, réparant le toit, chose qu'il ne faisait jamais. Mon père, méfiant, voulait croire que son fils mûrissait. Tu vois, Angèle, les gens peuvent changer, dit-il un soir. Mangeant du riz, des haricots, une courge de la cour, ton frère montre qu'il peut être différent. Il ignorait que ce calme était le prélude à la pire tempête. Jérôme n'avait pas changé. Il attendait, comme les lynx dont parlait mon père, tapis dans les buissons, observant leur proie, choisissant le moment pour bondir. Coin le bon vin, il détruisit la petite fille que j'étais, celle qui croyait le monde bon. Les gens capables de changer demain, meilleurs qu'aujourd'hui, tout mourut une nuit de forte pluie, le tonnerre étouffant les cris de mon père, son sang tachant le sol de la cuisine. Mes chers, cette partie de l'histoire est inimaginable pour un humain. Si vous êtes encore là, et tenez ma main ridée. Je vous emmène dans les recoins sombres de ma mémoire, gravés dans mon âme comme des cicatrices que le temps n'efface pas. 3 jours après le mot de ma mère disant qu'elle rentrerait dans un mois, mon père marchait tête basse, travaillant plus dur, partant avant le coq, revenant quand la nuit engloutissait le soleil. Jérôme, étrangement calme, aidé à la maison, chose inédite. Cette nuit-là, la pluie tombait fort, comme pour emporter notre maison. Les gouttes frappaient le toit en tôle. Assourdissantes, les éclairs illuminaient la cuisine par instants. Le tonnerre faisait trembler les murs. Ces nuits étaient courantes à Vallée des Chênes, mais celle-ci avait une lourdeur que, à 11 ans, je ressentais. Mon père rentra tôt à cause de la tempête, s'assit à la table de la cuisine, éclairé par la lanterne, comptant les pièces gagnées en vendant du bois. C'était pas beaucoup, mais avec ses économies, assez pour les provisions du mois, un peu de côté. Regarde, Angèle, dit-il, mettant des pièces dans ma main, c'est pour ton nouveau cahier d'école. Je souris, sentant le métal froid, pensant au cahier à couverture fleurie chez Monsieur Étienne. Mon premier cahier neuf, pas un réutilisé des enfants pauvres. Alors, Jérôme entra, son regard était vitreux, il sentait l'eau de vie. Mais marcher sans trébucher, tu comptes l'argent. Papa,
Combienas tu? Demanda-t-il, il, tirant une chaise, s'asseyant en face. Ça ne te regarde pas, Jérôme va te coucher. Il est tard, ça ne me regarde pas. Alors qui? Je suis ton fil. J'ai le droit de savoir. Mon père soupira, mettant les pièces dans sa chemise usée, assez pour qu'on ne meure pas de faim ce mois-ci, pour des fournitures scolaires, pour ta sœur. Jérôme rit, un rire sec. Sans gioia. Des fournitures, pour qu'elles finissent comme nous, coincées dans ce trou. La seule qui s'en est sortie, c'est maman. Elle a eu le courage de partir. Ta mère n'est pas partie. Garçon, elle travaille, envoie de l'argent. C'est différent, c'est pareil. Elle ne revient pas, elle ne supporte plus cette vie misérable. Moi non plus. Mon père se leva, les yeux brillants de colère. Alors pars, tout est grand. Tente ta chance ailleurs, mais ne touche pas l'argent que j'ai sué. Alors, je vis Jérôme sortir quelque chose de sa ceinture, dans la faible lumière. Je ne distinguais pas d'abord, mais un éclair révéla un couteau, celui de chasse de mon père, manche sculptée, lame longue aiguisée, donne la rente. Papa, dit Jérôme, d'une voix froide, jamais entendue, tout ce que tu as, et celui sous le matelas. Mon père se figea, fixant le couteau. Puis son fils, pas de peur, juste une tristesse profonde, une déception pesant des tonnes. C'est comme ça, tu vas voler ton père, qui t'a donné la vie, élevé, nourri. Arrête le drame, ce n'est pas du vol, c'est prendre ce qui me revient. Tu ne me l'aurais jamais donné. Chaque pièce économisée était pour votre avenir. Pour mieux que moi, dit mon père, la voix étouffée. Et c'est ainsi que tu remercies. Jérôme s'avança, couteau pointé sur la poitrine de mon père. Assez parlé. Où est l'argent? Tout se passa vite. Mon père tenta de saisir son bras. Ils luttèrent, renversèrent la lanterne, qui s'éteignit, nous plongeant dans l'obscurité, éclairée par des éclairs. J'entendais des cris, des bruits de lutte, des objets tombants, paralysés dans un coin, muette de terreur. Je ne pouvais courir, cry. Un éclair plus fort illumina la cuisine, révélant une scène changeant ma vie. Jérôme debout, couteau dégoulinant de sang, mon père au sol, une tache sombre sur sa chemise, yeux fixés au plafond, bouche entr'ouverte, comme pour parler encore. Le tonnerre étouffa mon cri d'horreur. Jérôme se tourna vers moi, réalisant ma présence, témoin de tout. Ses yeux croisèrent les miens, mi glaçant le me. Pas de remords, juste une froideur calculatrice, comme s'il avait tué un poulet, pas son père. Tu vois ce que tu m'as forcé à faire, Angèle, dit-il, calmez. C'est aussi ta faute, toujours de son côté, toujours à cafeter. J'ai reculé, touchant le mur froid, voulant courir, cry, chercher de l'aide, mais mon corps n'obéissait pas, comme piégé dans un cauchemar où aucun son ne sort. Maintenant, il n'y a que nous deux, continua-t-il, s'approchant lentement jusqu'à ce que maman revienne. Tu devras m'obéir. Si tu dis quoi que ce soit,
Tu as vu de quoi je suis capable, j'ai hoché la tête, tremblante, dance, claquant. Pas une promesse, mais la terreur pure. Jérôme ralluma la lanterne, éclairant la cuisine. Le corps de mon père gisait, yeux ouverts. Dans le vide, je voulais courir à lui. L'enlacer. Dire que je l'aimais, mais le regard de mon frère me clouait. Va dans ta chambre. N'en sors pas tant que je ne dis pas, ordonna-t-il, fouillant les poches de mon père. Je dois nettoyer ce désordre. Je courus dans ma chambre, séparée par un vieux rideau, me jetai sur le tapis de paille, enfouis mon visage dans l'oreiller pour étouffer mes sanglots. Je pleurais jusqu'à n'avoir plus de larmes. Mon corps douloureux de trembler, l'épuisement me tirant dans un sommeil agité. Plein des cauchemars. Au réveil, une seconde, j'oubliais tout, pensant à un cauchemar. Mais les bruits de Jérôme dans la cuisine ramenèrent tout comme une vague m'étouffant. Je me levai lentement. Itirai l'eridao. La cuisine était propre, sans trace de l'horreur. Le sol récurait, les meubles redressés, comme si rien n'était arrivé, sauf l'absence de mon père. Bonjour, petite sœur, dit Jérôme, normalité inquiétante, assise, comptant l'argent de mon père, bien dormi. Je ne répondis pas, scrutant la cuisine, cherchant un signe de mon père. Une preuve, si tu cherches papa, tu ne le trouveras pas, dit-il, remarquant mon regard. Je l'ai enterré dans la cour, sous le vieux pommier. Personne n'ira voir là-bas. Mon estomac se retourna. Il parlait de la mort de notre père comme d'une chose banale, comme s'il n'avait pas tué celui qui nous donna la vie, nous nourrit, travailla jusqu'à saigner des mains. Pourquoi, murmurai-je, voix à peine audible, parce qu'il était sur mon chemin, ne me donnait pas ce que je voulais, préférait toujours toi. La petite fille obéissante, la chérie de papa, tant de haine dans ces mots, Herjekulai. Comment n'avais-je pas vu combien il haïssait notre vie, moi, notre père. Et maintenant, demandai-je, incapable de saisir cette nouvelle réalité. Maintenant, on vit à ma manière jusqu'au retour de maman. Tu vas à l'école comme si de rien n'était. Si on demande, papa dit que il est parti travailler dans un camp de bûcherons à Monténébreux. Il s'éleva, s'approcha. Je reculai jusqu'au mur froid. Et souviens-toi, Angèle, dit-il, saisissant mon menton, me forçant à le regarder, si tu dis quoi que ce soit à quiconque, je te ferai ce que j'ai fait à lui. Comprise, je hochai la tête, larmes coulant en silence. Bien, lève ton visage, va chercher de l'eau à la source. La vie continue, la vie continua. Mais c'était plus une vie, une survie brutale. Chaque minute dans cette maison était une torture. Chaque coin rappelait mon père. Chaque objet, Loïc, chaque regard de Jérôme, que j'étais seule avec un meurtrier, une pause, un souffle. Si vous êtes encore sur ce chemin douloureux de mon passé, je vous remercie du fond du cœur. Partager cette histoire après tant d'années fait mal, mais soulage un poids énorme. Vos commentaires me donnent la force de continuer
Si vous pouvez, mettez un petit cœur. Ça aide notre chaîne à atteindre ceux ayant besoin d'entendre qu'au plus sombre, on peut retrouver la lumière. Les jours suivants, je tentais une apparence normale, allant à l'école Rentrant, faisant les tâches. Quand les voisins demandaient mon père, je répétais le mensonge de Jérôme. Il est parti travailler à Monténébreux pour quelques mois. À l'intérieur, je mourais un peu chaque jour, la nuit sur mon tapis. Je pleurais en silence, serrant une vieille chemise de mon père cachée sous l'oreiller. Le jour, j'évitais Jérôme autant que possible, mais dans une maison si petite, c'était presque impossible. Jérôme buvait plus, restait plus à la maison, utilisant l'argent de mon père pour acheter de l'eau de vie, jouait aux cartes en ville. Parfois, il ramenait des cadeaux étranges. Un ruban, un petit miroir que je ne voulais pas toucher, sachant d'où venait l'argent. Les jours passant, son regard changeait, plus menaçant, me faisant me sentir sale dans la même pièce. Mon estomac se nouant, mon cœur s'emballant de peur. Une partie de moi savait ce qui allait venir, réfléchissait à comment me défendre, car au fond, je savais que le pire était à venir. Un jeudi, presque 2 semaines après la mort de mon père, mon pire cauchemar devint réalité. Je rentrais tôt de l'école, la maîtresse devant aller en ville, il faisait chaud, humide, annonçant un orage. À la maison, Jérôme était à la table, 3 bouteilles d'eau de vie vides à côté, yeux rouges. On sourirait que la chante. Tu rentres tôt. Petite sœur, dit-il, voi poter oser. Viens, assieds-toi près de ton frère. Je dois laver du linge à la source, répondis-je, cherchant à fuir. Tcha sakjumule. Le linge peut attendre. Viens, sitze. Son ton ne laissait pas de discussion. J'approchais lentement, gardant mes distances, serrant la sangle de mon sac de cahiers. Tu sais, Angèle, commingsatio, mais scrutante, me faisant trembler de dégoût. Tu commences à ressembler à maman. Mêmes yeux, même démarche. Je reculai, cœur battant à exploser, reconnaissant ce regard, celui des hommes plus âgés sur les filles au corps de femmes, malgré leurs 13, 14 ans, tu es mon frère, disent voix faible de peur, arrête, il rite, un rire sans joie. Et alors, dans cette maison, les règles sont les miennes, papa n'est plus là pour te protéger. Maman est loin, qui m'arrêtera. Je fis la seule chose possible, je courus hors de la maison, comme si le diable me poursuivait, dans les bois, n'importe où loin de lui. J'entendis ses cris, puis un bruit de chute, probablement trop ivre pour me rattraper. Je restais caché des heures, tremblant de peur, imaginant ce qui arriverait en rentrant. La pluie menaçante arrive, forte, impitoyable, me trempant jusqu'aux os. Je préférais rester là, sous les hauts, plutôt que de retourner dans cette maison. Autrefois, mon foyer devenu ma prison. Je rentrais quand il faisait nuit noire, espérant que Jérôme
ivre serait évanoui. Heureusement, il était affalé sur le lit, ronflant, puant l'eau-de-vie, la sueur aigre. Je m'enfermai dans ma chambre, poussant une lourde malle contre le rideau, sachant que ça ne me protégerait pas vraiment, mais donnant un faux sentiment de sécurité. Cette nuit-là, je ne dormis pas, regardant le plafond de chaume, pensant à m'échapper, survivre. Je pensais à ma mère, censée revenir dans quelques semaines, selon sa lettre. Tiendrais-je jusque-là? Et si oui, me croirait-elle si je parlais de Jérôme, de notre père? Ou prendrait-elle son parti? Louis, son préféré. Le lendemain, Jérôme se réveilla avec une gueule de bois, vomissant dans la cour, maudissant le monde. J'en profitais pour partir tôt, avant qu'il ne me voie, allant à l'école, où je me sentais en sécurité, loin de lui. À l'école, assise dans un coin de la cour, mangeant, je commençais à formuler un plan. Je ne pouvais continuer ainsi, attendant le pire chaque jour. Je devais me défendre, faire quelque chose. Tout va bien, Angèle, demanda Madame Céleste, la maîtresse, remarquant mon silence. Mes cernes, ma peur des bruits forts. Oui, maîtresse, mon père me manque, répondis-je, le mensonge venant facilement après tant de répétitions. C'est normal, ma chère, travailler loin n'est facile pour personne. Il reviendra bientôt. N'est-ce pas? Je hochai la tête, ravalant mes larmes. Si elle savait la vérité, si je pouvais parler, mais la peur était plus forte. Peur qu'on ne me croie pas. Peur de ce que Jérôme ferait si je parlais. Je rentrais le plus tard possible, prenant le chemin le plus long, cueillant des baies sauvages, cherchant des excuses pour ne pas arriver. N'ayant plus de moyens de retarder, rientrai, m'attendant au pire. Jérôme était étrangement calme, avait même préparé à manger du riz avec des haricots à moitié crus, mais de la nourriture. Angèle, dit-elle voyante, viens manger. J'ai fait le dîner, méfiante de cette soudaine gentillesse. Affamée, je m'assis, m'arriai in silence, yeux sur l'assiette, évitant son regard. Désolé pour hier, dit-il après un moment. J'étais ivre, j'ai dit des bêtises. Tôt est ma petite sœur. Je n'aurais pas dû. Je voulais y croire, croire que le Jérôme d'avant, qui jouait avec moi, me portait sur ses épaules dans les sentiers, était revenu, mais j'avais vu assez pour savoir que ces mots ne valaient rien. D'accord, répondis-je, sans le regarder. Ja, vis me coucher. Je suis fatiguée. Les jours suivants, Jérôme maintint cette fausse gentillesse, préparant à manger, demandant comment était l'école, réparant le toit. Mais je remarquais les détails, son regard me suivant dans la maison, ses excuses pour me toucher en passant, sa façon de m'observer dormir à travers le rideau. Chaque nuit était un tourment, allongé dans l'obscurité, entendant sa respiration, priant qu'il ne décide pas que ce soir, la barrière entre nous serait brisée. Oh, mes chers, comme il est dur de parler de cela, même après tant de temps
Mon cœur se serre. Mes mains tremblent encore en me souvenant. Mais je dois raconter, sortir ce poison gardé en moi des décennies. Un samedi soir, l'inévitable arriva. Jérôme était sorti la journée, rentra tarde, puant l'eau de vie. J'étais au lit, feignant de dormir. Quand il tira l'erideo, je sais que tu es réveillée. Angèle, murmura-t-il, voix épaisse, arrête de prétendre. Je restai immobile, cœur battant si fort qu'il devait l'entendre. Je sentis le tapis s'enfoncer sous son poids. S'asseyant à côté, tu m'évites, petite sœur. Pourquoi? Nous sommes seus maintenant. Nous devons prendre soin l'un de l'autre. Sa main lourde toucha mon bras. Comme un choc électrique, mon corps réagissant de dégoût. Laisse-moi, Jérôme, dis-je, voix tremblante, m'éloignant autant que possible. Ne sois pas comme ça, insista-t-il, il saisissant mon bras fermement. Je prends soin de toi, donne nourriture, abri. C'est ainsi que tu remercies. S'il te plaît, se plie, larmes coulant. Je suis ta sœur. Ses mains montèrent à mon cou, serrant légèrement une menace claire. Mal, c'était toi, né, volant l'attention de papa, de maman, toujours la préférée, la protégée, maintenant. C'est mon tour d'avoir ce que je veux. Alors, quelque chose se brisa en moi. La peur paralysante céda à une colère immense, une fureur jamais ressentie. Dans l'obscurité, ma main trouva les vieux ciseaux pour couper des bouts de tissu. D'un mouvement rapide, je visai son bras, enfoncé de toutes mes forces. Le cri de Jérôme réveilla probablement les hiboux. Il recula, tenant son bras, saignant, misérable. Je vais te tuer pour ça. Yen prophétai courut hors de la maison, dans la nuit noire, dans les bois, sans me soucier des épines déchirant mes pieds nus, des branches fouettant mon visage. Je courus jusqu'à manquer de souffle, jusqu'à ce que mes jambes faiblissent, tombant à genoux sur la terre humide. Je passai la nuit cachée dans une petite grotte connue depuis l'enfance, tremblant de froid, de peur, imaginant quoi faire à l'aube. Je ne pouvais retourner à la maison. Certain Jérôme me tuerait après ce que j'avais fait. Je ne pouvais aller au village. Tous poseraient des questions que je ne pouvais répondre. Je ne pouvais chercher la gendarmerie, pensant, dans mon esprit d'enfant, qu'on me blâmerait pour la mort de mon père, n'ayant rien fait pour l'empêcher dans cette grotte sombre. Affamée, gelée, je pris la décision la plus dure, fuir, tout laisser, rejoindre ma mère à Beaujard. Mais tout valait mieux que retourner dans cette maison au lever du soleil. J'écoutai ma cachette, aller à la route principale, déterminé à suivre la direction de Beaujard. Je marchais toute la journée, bezeichnend, estomac grondant, m'arrêtant pour boire dans les ruisseaux, manger des baies sauvages sûres. À la fin du jour, épuisé, je me réfugiais dans une cabane abandonnée dans les bois. Si fatigué, je m'endormis immédiatement, allongé sur le sol dur, bras comme oreiller. Je fus réveillé par des pas. Mon cœur s'arrêta en voyant une silhouette à la porte, un homme, una seconde terrifiante.
Je crus que c'était Jérôme, mais sa voix était différente. Petite, que fais-tu seul ici? C'était Monsieur Gaspard, vieux trappeur vendant parfois des fourrures à mon père. Il m'est reconnaît Angèle, la fille d'Antoine. Que t'est-il arrivé? Enfante, tu es toute griffée. Je voulais tout raconter. Mon père, mon frère, l'horreur des dernières semaines. Mais les mots ne venaient pas. La peur me dominait. Je me suis perdu. Dis-je, j'ai quelques beaux-jardes où travaille ma mère. Gaspard me regarde, méfiant, mais ne posa pas de questions. Tu vas dans la mauvaise direction, petite. Beaujard est de l'autre côté. Viens, je t'emmène à la route. Une charrette de marchandises passe parfois. Tu pourrais avoir une place. Je suivis le vieil homme en silence, reconnaissante, mais tremblante, regardant derrière, craignant de voir Jérôme surgir des bois. Nous atteignîmes la route au soleil haut. Gaspard me laissa avec un morceau de pain de son sac. Restez itch, petite. Bientôt quelqu'un passera pour la ville. Tu es sûre de ne pas vouloir rentrer. Ton père doit s'inquiéter. Jiravalai ma salive. Retenant la vérité. Non, je dois trouver ma mère. Il hocha la tête, méfiant, mais partit. Je m'assis au bord de la route des heures, regardant le peu de passage, rassemblant le courage pour demander une place au premier véhicule. Puis j'entendis des sabots approcher. Je me levai, espérant quelqu'un de connu. Mais quand le cavalier s'approcha, mon sang si glace, sur un cheval bail, bras bandés, yeux injectés de haine, c'était Jérôme. Je t'ai trouvé, petite sœur, dit-il, descendant, approchante. Tu pensais vraiment m'échapper. Vous qui m'écoutez, imaginez ma terreur. Épuisée, blessée, sans force pour courir encore, Jérôme m'attrapa violemment par le bras, me traînant vers le cheval. On rentre. Nous avons des comptes à régler. Alors, je compris que c'était ma dernière chance. Rentrer avec lui. Je ne survivrai pas pour raconter. Dans ce moment désespéré, je pris une décision changeant ma vie. Ces mots résonnaient encore. Nous rentrons. Nous avons des comptes à régler, tandis qu'il me traînait vers le cheval. Mes jambes tremblaient. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma bouche. Alors, quelque chose s'éveilla en moi, une force inconnue, née du désespoir pur, alors qu'il se tournait pour monter, tenant encore mon bras. Ma main libre trouva une grosse pierre au sol. Sans réfléchir, il allait frapper sa tête de toutes mes forces. Le bruit fut horrible, comme une noix verte craquant. Jérôme vacilla, mais le chat tomba à genoux, main sur la tête, où le sang coulait. Misérable, murmura-t-il, essayant de se relever, retombant. Je n'attendis pas. Monté sur son cheval avec une agilité inconnue, galopai sans regarder en arrière, sans savoir si je l'avais tué ou blessé. Je ne pensais qu'à fuir, survivre. Je chevauchais des heures, suivant la route principale, priant être sur le bon chemin pour Beaujard. Les chevals, d'où, habitué à Jérôme,
obéissait à mes ordres simples. À la nuit, je m'arrêtais dans une clairière loin de la route, craignant de continuer dans le noir, de me perdre. Ayant besoin de repos, j'attachais le cheval à un arbre, lui donnai de l'eau de ruisseau, me blottis sous un grand arbre, tremblant de froid, de peur. Je ne dormis pas. Chaque bruit de la forêt me faisait sursauter. Chaque ombre semblait Jérôme venant me chercher. Plus que sa peur, le doute me tourmentait. Avais-je tué mon frère? Étais-je maintenant une meurtrière comme lui? Au premier rayon de soleil perçant les feuilles, je me levai, indolorier, remontai. Je devais continuer, trouver ma mère avant que Jérôme ne me trouve s'il était vivant. Vers midi, j'aperçus les premières maisons d'un village inconnu. Je m'arrêtai à une épicerie, demandai au propriétaire, gros homme à moustache, épaisse, si j'étais sur le chemin de Beaujard. Oui, petite, suis cette route sur 20 kilomètres, tu y seras. Mais que fait une enfant seule ici? Ce cheval, à qui est-il? À mon père, mentis, cœur battant. Il m'a envoyé chercher ma mère, qui travaille à la fabrique de Beaujard. Il est malade. Il me regarda méfiant, mais hocha la tête. De l'eau, tu sembles n'avoir ni bu ni mangé depuis des jours. J'acceptai Léo un morceau de pain avec du saucisson, dévorant en seconde, réalisant ma faim. Je le remerciai, continuai certaine du chemin. Dans l'après-midi, le soleil se couchant, j'aperçus les premières maisons en briques de Beaujard, petites villes, mais immenses pour moi, habituée à valer des chênes rue pavée, boutique, une grande église sur la place centrale. Émerveillée, terrifiée, comment trouver ma mère? Je m'arrêtai à une autre épicerie, demandai où était la fabrique. Le propriétaire, vieil homme aux cheveux blancs, indiqua au bout de la rue principale un grand entrepôt avec une pancarte bleue. Tu peux pas le manquer. Je suivis, cœur dans la gorge, voyant l'entrepôt, vêtements Saint-Rita, je descendis, attachai le cheval à un poteau. Mes jambes me portaient à peine en entrant une cloche tenta. Une jeune femme vint, fronçant les sourcils devant mon état sale, blessée, vêtements déchirés. Puis-je vous aider? Demanda-t-elle, méfiante. Je cherche ma mère, Isabelle Lemoine. Elle travaille ici. Son visage s'illumina d'un sourire. Oh, Madame Isabelle, Pienzua, elle est à l'arrière. Veux-tu que je l'appelle? Je hochai la tête, incapable de parler plus, l'émotion d'être si près de ma mère, après tout me coupant la parole. La femme disparut. Quelques secondes plus tard, j'entendis la voix tant désirée. Angèle, ma fille, c'était elle, plus maigre que dans mon souvenir, cerne sous les yeux, mais toujours la plus belle personne. Je courus dans ses bras, éclatai en sanglots, pleurant si fort que je semblais me briser. Que s'est-il passé? Ma chérie, pourquoi es-tu ainsi, toute blessée? Où sont ton père, ton frère? Il était temps de tout dire, déverser l'horreur des dernières semaines, mais les mots ne venaient pas. Comment dire que son fils aîné avait tué son mari, tenté d'abuser de sa sœur,
que j'avais pu être tué mon frère d'un coup à la tête. Calme-toi, ma douce, dit-elle, m'enlaçant plus fort. Allons à la maison où je loge. Tu me raconteras tout. La maison était une petite pièce à l'arrière de la fabrique. Un lit simple, un petit poêle, une minuscule salle de bain, un palais comparé à l'horreur laissée derrière. Maman chauffa de l'eau, me lava comme quand j'étais petite, soigna mes blessures, me donna à manger chaud, assise au bord du lit, et les prit mes mains. Demanda maintenant. Dis-moi tout, ma chérie. Je racontais, voix brisée par les sanglots, les disputes entre mon père, Jérôme, la nuit de la tempête, le couteau, le sang de mon père sur le sol, les jours de terreur, seul avec mon frère, ces menaces, la nuit où il tenta de me tâcher, ma fuite, le pire, mon voyage désespéré pour la rejoindre. Quand je finis, ma mère était pâle comme un fantôme, mains tremblantes, larmes coulant en silence sur son visage marqué par le travail. Mon Dieu, murmura-t-elle, mais la sang fort. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous laissant seule avec lui. Elle savait que Jérôme était troublé, parfois violent, mais n'imaginait pas qu'il irait si loin. La culpabilité dans ses yeux était presque insupportable. C'est pas ta faute, ma main, dis-je, tenant ses mains. Tonia savait se passe. Personne ne savait cette nuit-là. Je dormis enlaçant ma mère dans le lit étroit, épuisée physiquement, émotionnellement, mais pour la première fois en semaine, en sécurité. Le cauchemar était fini, pensais-je. Le lendemain matin, des coups forts à la porte nous réveillèrent. Maman ouvrit face à deux hommes, le shérif de la ville, son adjoint. Derrière, poulet, tête bandée, Jérôme, Madame le moine, dit le shérif, ôtant son chapeau. Votre fils porte une grave accusation. Il dit que votre fille a volé son cheval, tenté de le tuer avec une pierre. Mon monde s'effondra à nouveau. Jérôme m'avait trouvé par ailleurs. Il était arrivé avant, fabriquant sa version shérif. Dit ma mère, ferme, je ne l'imaginais pas ainsi. Ma fille est arrivée hier. Elle m'a raconté une autre histoire. Son frère a tué son père. Mon mari a tenté de l'abuser. Le shérif nous regarda, front plissé. Ce sont de graves accusations. Madame, avez-vous des preuves? Le témoignage de ma fille. Si vous allez à notre maison à Vallée des Chênes, vous trouverez le corps de mon mari, enterré sous le pommier dans la cour. Le visage de Jérôme se tordit de haine. Element, cette gamine invente, j'ai jamais fait ça. Le shérif leva la main, demandant le silence. Nous allons tous à la gendarmerie. Cela doit être enquêté correctement. Les heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Dans une petite pièce étouffante, je racontais à nouveau chaque détail, chaque horreur. Le shérif écouta, prenant des notes. Visage impassible. J'envoie des hommes à Vallée des Chênes. Dit-il, si le corps est là, comme vous dites, votre frère répondra de meurtre resté en ville, 3 jours d'agonie,
attendant des nouvelles. Jérôme était enfermé dans une cellule. J'avais peur qu'il s'échappe, vienne après moi. Je ne dormais pas. Nyamangespas. Chaque bruit dans la rue me faisait sursauter. Le 4e jour, le shérif apparut. Visage grave. Nous avons trouvé le corps exactement où la petite a dit. Sous le pommier, ma mère s'effondra sur une chaise. Main sur le visage, sanglotant. Je restais paralysée, mélange de soulagement, d'horreur. Il m'avait cru, Jérôme Perret. Mais la confirmation de la mort de mon père rendait tout trop réel, trop douloureux. Et maintenant, demanda ma mère entre sanglots, votre fils sera transféré à la prison de Tarbes. En attendant son procès, il est mineur, 18 ans, mais pour ce crime, il sera jugé comme adulte. La peine pour meurtre peut aller jusqu'à 30 ans, 30 ans. Ce nombre résonnait. Jérôme serait enfermé jusqu'à être vieux. Je devrais me sentir vengée, soulagée, mais je ressentais un vide immense, une tristesse sans fin. Nous avions tout perdu, mon père mort, mon frère en prison, notre maison avalée des chaînes, tachée de souvenirs trop horribles pour y retourner. Les mois suivants, maman et moi tentâmes de reconstruire nos vies. Elle continua à la fabrique. Je commençais à aider, apprenant à coudre. Nous dormions ensemble dans la petite pièce, économisant chaque centime pour louer une maison. Le procès de Jérôme eut lieu presque un an plus tard. C'était la première fois que je le revoyais depuis la gendarmerie, plus maigre, pelé, mais son regard haineux restait. En me voyant entrer dans la salle, ses yeux se plissèrent. Il murmura quelque chose. Je lus sur ses lèvres, je t'aurai un jour. Ces mots me glacèrent. Même menotté, entouré de gendarmes, sachant qu'il serait condamné, ma peur était presque paralysante. Alors, je compris que je ne serais jamais en sécurité tant qu'il vivrait. Assise sur le banc dur de la salle, je commençais à planifier ma vraie vengeance. Pas assez qu'il soit emprisonné, qu'il paie en prison. Je voulais qu'il souffre comme il m'avait fait souffrir, qu'il ressente la même peur, impuissance, désespoir. La nuit après le procès, où Jérôme fut condamné à 25 ans, je rentrais dans notre petite pièce, commençais à élaborer mon plan, langue, nécessitant patience, détermination, une froideur que j'ignorais posséder. D'abord, je devais devenir indépendante financièrement. Je travaillais plus à la fabrique, apprenant tous les secrets de la couture. Puis, je fis des travaux supplémentaires la nuit, cousant des vêtements sur mesure pour les dames riches de la ville. Mon talent avec l'aiguille me rendit connue. À 18 ans, j'avais assez économisé pour louer une petite maison pour nous. À 20 ans, j'ouvris mon propre atelier de couture, un petit espace au centre. À 22 ans, j'avais 3 employés. À 25 ans, j'achetais ma première maison. Un bâtiment à 2 étages avec porche, inimaginable. Avant tout ce temps, je suivais les traces de Jérôme, allant tous les 6 mois à Tarbes, vérifier si il était encore en prison.
Il était un détenu problématique, toujours dans des bagarres, souvent à l'isolement. À 27 ans, j'appris qu'il avait été transféré à une prison de haute sécurité à Toulouse après avoir tenté de tuer un autre détenu. Cette nouvelle aurait dû me réjouir. Il était plus loin, plus contenu, mais cela renforça ma détermination. Mon plan ne faisait que commencer. Une pause, un souffle. Si vous êtes encore sur ce sombre chemin, sachez que le pire ou le meilleur, selon votre point de vue, était à venir. La vraie vengeance, planifiée minutieusement pendant des années, viendrait quand Jérôme penserait être libre, avoir échappé à son passé, pouvoir me terroriser à nouveau. Le temps passa, marquant son rythme dans mes rides, mes premiers cheveux gris. Maman tombe malade, une maladie des poumons due à la poussière de tissu respirée des années à la fabrique. Je la soignais jusqu'à la fin, voyant cette femme forte s'éteindre lentement, jusqu'à une nuit où elle ne se réveilla plus. Sa mort me laissa vide des mois, comme si le dernier lien avec ma vie d'avant s'était brisé. Seul restait Jérôme, mon plan de vengeance, devenu ma raison d'être. À 35 ends, je reçus la nouvelle que je craignais, attendais avec une anxiété malsaine. Jérôme obtenait une libération conditionnelle pour bonne conduite après un peu plus de 20 ans. Mon cœur s'emballa en lisant la lettre officielle. Après tant d'années, il serait libre, libre de revenir, d'accomplir la promesse silencieuse faite au tribunal. Mais je n'étais plus la fillette effrayée de 11 ans. J'étais une femme prospère, respectée, avec des ressources, des contacts. Et surtout, prête pour lui. La nouvelle de sa libération tomba comme une pierre dans mon estomac. 20 ans après cette nuit terrible, la peur, en lisant la lettre, était aussi réelle qu'au premier jour de fuite. Mais tout était différent. J'étais différente. Beaujard était devenu mon foyer. D'une modeste couturière, j'étais devenue propriétaire du plus grand atelier de vêtements, atelier d'Angèle. J'avais une belle maison dans la rue principale. Le respect de la communauté est ce que Jérôme n'attendait pas. De l'influence, mes années de travail m'avaient valu non seulement de l'argent, mais des relations avec des gens puissants, maires, shérifs, Hughes, tous me connaissaient, me respectaient. Pendant 2 décennies, outre mon entreprise, je cultivais ces amitiés stratégiquement, sachant qu'un jour, Jérôme pourrait sortir. Je voulais être prête. Chaque dîner organisé pour les autorités, chaque don à la campagne du maire, chaque robe cousue gratuitement pour la femme du shérif. Tout faisait partie de mon plan. La lettre indiquait sa libération dans une semaine, un mercredi, avec l'obligation de se présenter régulièrement à un officier, de ne pas quitter la région d'Occitanie. Ce qu'elle ne disait pas, mais que je sus par mes sources, c'était où il irait le fils de l'ancien shérif de Beaujard, travaillant dans le système pénitentiaire, m'informa que Jérôme avait donné une adresse, une pension bon marché à la périphérie de Tarbes, aidé par des contacts faits en prison. J'imaginais 1000 scénarios. Il pourrait commencer une nouvelle vie loin, oublier le passé, ne plus me chercher. Mais je connaissais mon frère, la haine était son seul moteur. La seule émotion qu'il comprenait, il viendrait pour moi
tôt ou tard, la nuit avant sa libération, je ne dormis pas. Vérifiant les serrures, malgré un système d'alarme moderne, la peur plus forte que la raison, une semaine passa sans nouvelles, puis 2, je commençais presque à croire qu'il me laisserait en paix, puis vint le premier signe, une lettre sans adresse de retour, une feuille avec 5 mots en lettres tordues. Je n'ai pas oublié ma promesse. Mon sangue se glace. Il savait où je vivais, m'avait trouvé, malgré tant d'années, Mischangements. Je portais la lettre au shérif René. Devenu mon ami Angèle. C'est sérieux, dit-il après lecture. Je vais organiser des patrouilles régulières devant chez toi, vérifier ses conditions de liberté conditionnelle. S'il est hors zone, on peut le renvoyer en prison. Je le remerciais, mais savais que ça suffirait pas. Jérôme était trop malin pour être pris si facilement. Il avait probablement envoyé la lettre par quelqu'un restant dans les limites imposées. Je vivais en alerte constante, engagé un garde privé pour la porte de mon atelier. Le jour, dormait avec un revolver sous l'oreiller, cadeau du shérif, qui m'a pris à tirer par précaution. 2 semaines après la lettre, je vis un homme de l'autre côté de la rue, observant mon atelier, fin d'après-midi, soleil couchant. Malgré la distance, 20 ans après, je le reconnus. Jérôme, plus vieux, maigre, cheveux presque blancs, mais avec ses mêmes yeux, entend mes cauchemars. Il ne fit rien, resta là, m'observant. Quand il vit que je l'avais vu, il sourit, un sourire froid, calculateur, rappelant la nuit où il tua notre père, puis tourna les talons, disparut au coin. Cette nuit fut la pire depuis la nouvelle de sa libération. Il n'avait rien fait, mais le message était clair. Je suis là, je te regarde. Quand tu attendras le moins, je décidai d'agir. Je ne pouvais plus attendre, vivre dans cette terreur. S'il voulait me terroriser, montrer son pouvoir, je lui montrerais que je n'étais plus la fillette sans défense. Avec mes contacts, je découvris où il logeait, une pension bon marché à la périphérie, pas à Tarbes, comme dit aux autorités, violant déjà sa conditionnelle, mais je ne voulais pas juste le dénoncer, les Ranvouwer, une pression. Je voulais plus qu'il ressente la peur que j'avais endurée. Ma vengeance commença subitamente. Je le fis expulser de la pension, une conversation avec le propriétaire, un rappel du casier judiciaire du locataire, une mention des inspections sanitaires en ville. Le lendemain, Jérôme était à la rue, ses maigres affaires, dans un vieux sac. Ensuite, je compliquais sa recherche de travail. Un mot is, un commentaire là. Bientôt, tous les établissements savaient qu'il était condamné pour meurtre, tentative d'abus. Personne ne voulait l'embaucher. Surtout dans une petite ville comme Beaujard, sans toit, sans travail. Jérôme devint désespéré. Je l'observais de loin, le voyant dépérir, dormant sur des bancs, mendiant à la porte des restaurants. Cela semblait juste. Il m'avait tout pris, maintenant. Je lui prenais tout, mais c'était pas assez. Je voulais qu'il sache que c'était moi. Voir la peur dans ses yeux, réalisant que les rôles s'inversaient,
que j'avais le pouvoir, une nuit, le voyant dormir sur un banc de la place centrale, il m'approcha 20 ans plus vieille, bien habillée, cheveux relevés. Je ne ressemblais plus à la fillette effrayée. Il me reconnut immédiatement, ouvrant les yeux. Petite sœur, dit-il, voix rauque, venue me voir, je suis venu voir ce qui reste de toi. Répondis-je, gardant mes distances, tu aimes ta nouvelle vie. Il rit, rire, sec, sans humour, c'est temporaire, bientôt je me rétablirai. Et puis quoi? Tu vas essayer de me faire peur encore, de me faire du mal, comme cette nuit-là. Qui sait? Répondit-il, avec ce sourire froid. La vie prend bien des tours, n'est-ce pas? Je compris que mon plan ne marchait pas comme prévu, même réduit à cette condition misérable. Jérôme ne montrait pas de peur, croyait encore avoir du pouvoir sur moi, pouvoir me menacer. Il fallait aller plus loin, bien plus loin. Les jours suivants, j'intensifiais ma vengeance, le faisant expulser des refuges pour sans-abri, m'assurant que personne ne lui offre nourriture, aide. Peu à peu, il fut poussé aux marges de la ville, dans les endroits isolés, dangereux. Une semaine après notre rencontre sur la place, le shérif René m'appela. Angèle, viens à la gendarmerie. C'est à propos de ton frère. Mon cœur s'emballe. Avait-il fait quelque chose, attaqué quelqu'un, découvert mon implication, dénoncé à la gendarmerie. René était sérieux, visage grave. Nous avons trouvé ton frère ce matin près de la rivière. Il n'a pas survécu. Les mots prirent du temps à faire sens. Jérôme, mort, comment? Pourquoi? Que s'est-il passé? Demandai-je, voix plus ferme que prévu. D'après ce qu'on sait, il s'est mêlé à des gens dangereux, ceux à qui on ne doit pas d'argent, trouvés avec des marques de coups sévères. Le médecin dit qu'il est mort d'une hémorragie interne. Une vague d'émotions contradictoires m'inonda, soulagement. Je n'aurai plus jamais à le craindre. Culpabilité pour avoir contribué indirectement. Surtout, un sentiment de justice rendu. Le cycle était complet. Nous devons identifier le corps, organiser l'enterrement, continuare. Je sais que vous n'aviez pas de bon rapport. Vu ce qu'il a fait à ton père, je ferai ce qu'il faut. Interrompis-je. C'était mon frère. Malgré tout, ce jour-là, je vis le corps de Jérôme pour la dernière fois sur une table froide à la morgue. Il semblait plus petit, plus fragile qu'en vie. Les marques de violence étaient évidentes. Visage gonflé, violet, cupures profondes os briches. Une part de moi voulait ressentir de la pitié, de la tristesse, mais je ne ressentais qu'une étrange paix. J'organisais un enterrement simple, sans cérémonie religieuse, seul le fossoyeur, et moi présent quand le cercueil bon marché descendit. Je ne pleurais pas, n'appris pas, restais là, regardant, sentant le poids des années se dissoudre comme une chaîne invisible me liant
au passé se brisant. Enfin, rentrée chez moi cette nuit-là, je m'assis sur le porche, regardais les étoiles, pensant à tout ce qui s'était passé, comment la fillette effrayée de 11 ans s'était transformée en la femme d'aujourd'hui, comment la peur fut ma compagne si longtemps que je ne reconnaissais presque pas la sensation d'être enfin libre. Papa, murmurai-je au ciel étoilé, ça se feignait enfin fini. Les mois suivants, je me surpris parce que je ressentais pas l'euphorie imaginée quand Jérôme quitterait ma vie, mais une quiétude, une acceptation, comme si un chapitre long, douloureux, s'achevait, laissant place à un nouveau. Je me reconcentrais sur mon entreprise, négligée pendant ces semaines turbulentes, participer plus à la vie communautaire, m'ouvrir aux gens, commencer à penser à une famille à moi. À 35 ans, beaucoup diraient que c'était tard, mais pour moi, la vie commençait, un événement à l'église. Je rencontrais Bastien Wolf, un peu plus âgé, avec 2 enfants adultes, homme doux, calme, différent de ceux que j'avais connus quelque chose. Et lui, peut être ses yeux, souriants même sérieux, ou son écoute attentive, me captiva. Notre cour fut lente, respectueuse. Il ne pressait jamais, ne demandait plus que ce que j'étais prête à donner. Quand il me demanda en mariage 6 mois plus tard, je ressentis joie et peur. Étais-je prête à partager ma vie après tout cela, à faire confiance au temps? Bastien était patient, pas besoin de répondre maintenant. Dit-il, prends tout le temps, je serai là. 1 mois plus tard, j'acceptais. Le mariage fut simple, amis proches, sa famille. Je commençais une nouvelle phase, apprenant lentement à être épouse, belle-mère, membre d'une famille. Je n'eus jamais d'enfant biologique. Les médecins dirent que les traumatismes de l'enfance avaient laissé des séquelles irréversibles, mais les enfants de Bastien m'acceptèrent. Avec le temps vinrent les petits-enfants, emplissant notre maison de joie. Les années passèrent, les rides apparurent, les cheveux gris se multiplièrent. Bastien partit avant moi d'une crise cardiaque dans son sommeil, une perte douloureuse, différente de celle de mon père, une douleur mature, une nostalgie mêlée de gratitude pour nos années ensemble, maintenantes, à 81 ans, assise dans ce rocking chair, regardant la vie passer par ma fenêtre, je pense à tout ce que j'ai vécu, la terreur à Vallée des Chênes, le long chemin de reconstruction, la vengeance, pas comme prévu, mais apportant la closure nécessaire. J'ai appris que la vie suit rarement nos plans, que la douleur peut nous briser, nous renforcer selon ce qu'on en fait, que même dans les situations désespérées, il y a une issue, un demain. Mes chers, vous qui m'avez accompagné dans ce voyage douloureux, je vous remercie du fond du cœur d'écouter une vieille dame décharger des souvenirs portés des décennies. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un petit cœur pour que d'autres la connaissent. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de femmes. Comme moi, trouvant la force là où il n'y en avait pas. La vie n'est pas toujours juste messerse, mais elle donne toujours la chance de réécrire notre histoire, de trouver la beauté après l'obscurité la plus profonde avec amour,
cette vieille dame qui a appris que la vraie vengeance, c'est pas de faire mal à ceux qui nous ont blessés,